Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce premier épisode, il est 12h17, on va commencer, on va vous laisser vous connecter doucement et en attendant, on va pouvoir du coup faire une petite intro pour vous accueillir. On va vous laisser peut-être 1 minute le temps de se connecter, pas plus, pour qu'on puisse démarrer et puis aussi pour que le replay soit plus agréable. On va commencer. Bienvenue, donc bonjour à toutes et à tous, le temps que tout le monde se connecte pour ce premier épisode du Stream Humain. Donc le Stream Humain, c'est le rendez-vous LinkedIn Live d'Eclo & Co pour tous les acteurs qui justement... je vais ajouter quand même Nina, je t'avais pas vu, pardon Nina, te voilà. Bonjour à tous, pas de souci. Pas de souci. Donc, le Stream Humain, c'est le rendez-vous LinkedIn live d'Eclo & Co pour tous les acteurs du monde du travail qui veulent avoir des conversations authentiques. Donc, à l'heure où tout s'automatise, on choisit de parler de ce qui ne se code pas. C'est les soft skills, les émotions, les relations, le leadership, et en un mot, l'humain. Je vais couper, je viens d'entendre, hop, je vais me mettre comme ça, vous n'entendez pas les notifications. Voilà. Donc, on est ravis de vous retrouver ici, que vous soyez 10, 20, 30, 50 à nous suivre en ce moment. Vous avez fait surtout le bon choix de venir parce qu'on va se dire dans les 45 minutes, ça mérite qu'on s'y arrête vraiment. Et à ceux qui nous rejoignent en replay, parce qu'on sait que vous êtes nombreux et nombreuses, bienvenue aussi. Ce stream est fait pour vous autant que pour ceux qui sont là en direct. Mais d'abord, un mot pour ceux qui sont justement en live. Ce stream, pour info, c'est pas une conférence, c'est pas un webinaire, c'est un vrai moment d'échange. Donc, le chat, il est là pour vous. Dites-nous d'où vous nous suivez, réagissez, posez vos questions, on les lira en direct et surtout, on va vous faire intervenir puisque au gré de nos questions à nous, on va aussi vous poser ces fameuses questions, on va vous demander vos avis, vos témoignages et donc on essaiera d'y répondre au fil de la conversation. Donc, votre vécu est important, vos expériences sont importantes, vos réactions aussi, elles font partie du stream autant que nous. Donc aujourd'hui, on ouvre le stream humain avec un sujet qui nous tient profondément à cœur, c'est la régénération des RH. Les RH, vous le savez, ce sont ceux qui prennent soin de tout le monde dans l'entreprise. Et dans les structures, on prend aujourd'hui plus soin du CODIR, du COMEX, des dirigeants, des managers, des sales et j'en passe. Mais vraiment, qui prend soin des RH ? C'est exactement la question qu'on va explorer aujourd'hui avec notre première invitée à ce premier épisode qui inaugure, c'est Nina Lassalle, donc DRH et entrepreneur depuis plus de 10 ans dans des secteurs exigeants et une femme, Nina, qui a décidé de mettre toute cette expertise au service de ceux qui en ont besoin. Nina, je suis hyper heureuse de t'avoir ici pour ce premier épisode. Moi aussi, je suis super contente de participer à ce premier épisode. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de pouvoir échanger justement sur un sujet qui me tient profondément à cœur, la régénération des RH. Et voilà, ravie de pouvoir échanger avec vous tous sur ce sujet. Trop bien. Je vous propose qu'on commence, rentrons dans le vif du sujet. On va avoir plusieurs temps, comme vous allez pouvoir le voir. 3 temps. Pourquoi les RH s'épuisent ? Ce que régénérer veut vraiment dire, on va voir ça ensemble. On va aussi vous poser beaucoup de questions. Et surtout, on va un peu parler vision dans le futur. Quel RH pour demain ? En tout cas, avant de commencer à rentrer dans ce point, Nina, j'ai la première question pour toi. Si tu devais décrire quand même l'état des RH aujourd'hui, en un seul mot, ce serait lequel et pourquoi ? En un seul mot, je pourrais te dire sous tension. Pourquoi ? Parce qu'on demande beaucoup aux RH d'être partout à la fois. On nous demande d'être stratégique, on nous demande d'être humain, on nous demande d'être opérationnel. Mais justement, on ne se soucie pas forcément de notre état. Voilà, on peut être constamment sous tension. Et cette tension, en plus, elle est d'autant plus exacerbée dans le monde du travail dans lequel on vit, même dans le monde tout court. Et ça se ressent d'ailleurs dans tous les échanges que je peux avoir aujourd'hui avec les RH. On rencontre beaucoup de RH qui sont fatigués
Quand on dit fatigué, c'est pas seulement physiquement, bien sûr, mais mentalement, psychologiquement et émotionnellement aussi. Voilà, une grande fatigue. Donc, peut-être que sous tension et fatigue émotionnelle, c'est les 2 mots qui pourraient décrire le mood des RH aujourd'hui. On casse un peu l'ambiance pour commencer ce stream, mais voilà, le but, c'est d'avoir des conversations authentiques, on l'a dit. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, notamment dans les posts de nombreux RH qui publient aujourd'hui des sujets qui leur parlent, qui les touchent. Et c'est important d'en parler. Donc, sous tension, effectivement, même si c'est pas très glamour, on aurait aimé d'ailleurs donner un nom un peu plus positif. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de régénération. Et donc, toi, Nina, tu as passé plus de 10 ans en tant que DRH dans des secteurs exigeants. Aujourd'hui, tu es plus à ton compte et notamment, tu es entrepreneur. Sur justement toi, dans ton poste dans les entreprises, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce rôle? Ce qui m'a clairement le plus marqué, indéniablement, c'est la solitude de la fonction RH. Peu importe que tu sois dans une grande, dans une moyenne, dans une petite entreprise, peu importe que tu sois dans une grande ou dans une moyenne équipe RH, la solitude, elle est présente parce qu'on absorbe énormément de tensions, on absorbe énormément d'émotions, on accompagne les transformations, on accompagne les managers, etc. Et ben, la solitude, tu vois, tu n'as pas d'espace, tu n'as pas de déversoir où tu peux vraiment aller échanger avec des personnes qui vivent exactement les mêmes choses que toi, en tout cas dans l'entreprise. Et ça, c'est un frein, une difficulté à laquelle tu es confronté, c'est cette solitude dans la fonction. Oui, carrément. Carrément. Et je pense que c'est là où ton témoignage est hyper valide. Et je pense qu'aussi de nombreux peut-être RH se retrouvent là-dedans sur le côté d'absorber beaucoup et la fameuse éponge que finalement personne n'essore derrière. Donc on va en parler. Et c'est pour ça que le premier thème, pourquoi les RH s'épuisent, tombe du coup à point nommé. On va parler un peu du constat aujourd'hui. Quel a été vraiment le tournant, toi, Nina, où tu as réalisé que quelque chose fonctionnait plus dans la façon dont on traite les RH aujourd'hui ou dans la façon dont la fonction RH fonctionne dans l'organisme et dans, je dirais, oui, dans l'organisme, dans les structures aujourd'hui? Oui, alors je ne sais pas si c'est un tournant, en tout cas, je pense que c'est quelque chose un peu qui s'installe petit à petit et un jour, il y a un événement ou une conversation qui fait que, tu vois, tu prends davantage conscience des choses. Pour moi, le vrai tournant, c'était il y a un peu plus de 2 ans pendant mon congé maternité, parce que forcément, congé maternité égale plus de temps aussi pour réfléchir à ta fonction, ta posture, ton rythme, etc. Mais voilà, en plus, j'étais dans un contexte où la culture et le mode de management de l'entreprise on commençait à créer une fonction qui n'existait plus que pour être, on va dire, une fonction de gestion de crise permanente et avec des indicateurs RH au rouge, dans le rouge, pardon, sens qui était érodé. Et du coup, mon impact et mon énergie aussi ont commencé à diminuer. Et voilà, ça a été pour moi un peu le tournant où j'ai réalisé que quelque chose ne fonctionnait plus dans ma manière de vouloir exercer mon métier de RH. Mais je sais que ce que je raconte, beaucoup de RH l'ont vécu, peu importe le moment charnière qui a fait que, mais voilà, beaucoup de RH l'ont vécu ou le vivent même aujourd'hui. C'est une réalité, l'épuisement des RH. Et on a tous un peu notre tournant, notre histoire qui fait que, entre guillemets, un matin, on se lève et on se dit non, c'est plus comme ça que j'ai envie d'exercer mon métier. Oui, et cette prise de conscience est hyper importante et on sait que justement cette prise de conscience, beaucoup commencent à l'avoir, certaines ne l'ont pas encore eu et donc il est important aussi de pouvoir prendre cette hauteur, prendre ce recul pour pouvoir aussi se rendre compte. On prend juste 5 minutes pour dire aussi bonjour à ceux qui nous disent bonjour sur le chat. Bonjour Enguerrand, bonjour Anthony, bonjour Abdourahmane. Vous pouvez vraiment commenter, n'hésitez pas. Vraiment, l'objectif, c'est que vous puissiez prendre possession de ce chat aussi, de nous expliquer un peu vos vécus par rapport aux questions que je pose à Nina, mais qui sont tout aussi pour Nina que pour vous. En tout cas, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes du coup 20 à nous suivre, donc c'est top. Prochaine question du coup sur justement, et je pense que vous êtes peut-être d'accord avec ceux qui nous regardent en live, parce que je sais que vous êtes beaucoup de RH ou du moins de personnes qui travaillent autour de la fonction RH. Souvent, on dit que les RH sont un peu les oubliés du bien-être au travail. Et ça peut être un paradoxe sur le fait qu'eux, justement, participent pleinement à cette qualité de vie. Souvent, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Est-ce que c'est un paradoxe ou une réalité que tu as vécue personnellement? Toi, comment tu le vois un petit peu ce constat?
C'est un double constat, c'est-à-dire que de mon point de vue, c'est une vraie réalité, mais c'est une réalité qui est effectivement paradoxale. Et tu l'as dit, c'est-à-dire qu'en tant que RH, tu crées des politiques QVT, tu développes les compétences des équipes, tu accompagnes les managers dans la mise en œuvre de toutes ces politiques RH qui vont dans le sens de la qualité de vie au travail, qui vont dans le sens du bien-être, qui vont dans le sens du développement des compétences, de l'employabilité, etc. Mais la façon dont toi, tu vis ton expérience collaborateur en tant que RH, le développement de tes propres compétences, de ton bien-être, entre guillemets, même si ça peut faire un peu mot valise, mais pour autant, ton bien-être, il compte quand même, qui s'en soucie, même pas toi, finalement. C'est-à-dire que c'est paradoxal dans le sens où toi-même, tu t'autorises pas ou tu prends même pas le temps de te poser cette question. Et là, encore une fois, ce que je dis, je suis certain que beaucoup soit se retrouvent en ce moment, soit l'ont vécu à un moment donné de leur parcours RH ou même dans d'autres fonctions. Hein. Mais c'est vrai que prendre le temps aussi de se dire, bah, moi, mon expérience collaborateur, comment je la vis, c'est super important. Et ça, on l'oublie énormément. Et c'est la raison pour laquelle on en arrive à des dérives improbables et des statistiques sur la santé mentale des RH qui est clairement, c'est un océan rouge aujourd'hui. Il ne faut plus avoir peur de nommer ce qui doit être nommé, clairement. Carrément. Merci du coup Nina, et je pense que c'est le moment de poser la première question au chat, que du coup je vais te poser à toi également, et on va pouvoir laisser aussi au chat le temps de répondre, parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a un petit délai de diffusion aussi en direct, histoire qu'on n'attende pas trop. La première question que du coup on va vous poser, cher chat et chères personnes qui nous regardent en live, et aussi pour celles qui nous regardent en replay, qu'elles puissent aussi se poser cette question: quels sont vraiment les signaux faibles que une fonction RH ou que vous êtes en train du coup quels sont les signaux faibles, en fait, qu'une fonction RH est en train de perdre de son impact, en gros, sans s'en rendre compte? Est-ce que vous sentez qu'il y a des signaux où vous vous êtes dit, là, je sens que je perds en impact parce qu'il y a 2-3 choses que dont je suis en train de me rendre compte. Et quelles sont-elles pour vous? Quels sont ces signaux? Toi, Nina, quels sont un peu ces signaux que tu as pu peut-être voir, où tu t'es dit, ah, là, je commence à perdre en impact, où je sens que peut-être quand tu interviens aussi dans des entreprises, parce que je sais que tu interviens aujourd'hui à titre peut-être des RH externes ou quoi, mais quand est-ce que tu dis, là, ça commence un peu à sentir mauvais? Oui, bien sûr, et des signaux, je pense que tu peux en avoir des dizaines. Donc, ceux dont je vais parler, c'est ceux que j'ai vécus ou qui ont fait sens pour moi ou que j'ai déjà observés, mais clairement, la liste pourrait être bien plus longue. Et voilà, hâte de pouvoir lire les réponses parce que clairement, on peut avoir aussi des signaux faibles qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est la réactivité. En tout cas, plus réactif, ça je veux dire, plus réactif dans les émotions par rapport à certaines situations. Ça, c'était clairement un signal faible, voilà, une forme d'irritabilité ou voilà, la sensation un peu de se durcir dans ses décisions ou face à des situations complexes qu'on aurait gérées assez facilement auparavant, mais voilà, qui deviennent plus compliquées à gérer, notamment en termes d'émotions. Le fait aussi de perdre un peu les temps où de vision, où vraiment j'ai cette vision un peu plus macro de la stratégie RH ou de la stratégie de l'entreprise. Une fatigue aussi chronique, ça faisait partie des signaux que moi j'ai eus. Et aussi la difficulté à challenger les décisions, c'est-à-dire que tu sens que tu n'es plus 100% aligné avec ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se décider. Voilà, tu perds clairement un peu en sens, en alignement, mais ça devient difficile pour toi de challenger les décisions et du coup, tu perds clairement dans ta capacité d'influence, d'impact aussi, que ce soit sur le codir ou que ce soit sur la chaîne managériale et même sur le collectif. Et voilà, tout ça pour moi, c'était mis bout à bout. C'était plein de petits signaux faibles qui me faisaient dire que effectivement, j'étais en train de perdre de mon impact, un peu sans m'en rendre compte, parce que finalement, effectivement, le travail cette prise de conscience, tu l'as souvent après coup. Oui, carrément. Mais après coup, c'est un peu tard en général. Effectivement. Donc, on a hâte aussi pour celles et ceux qui nous regardent, que vous puissiez un peu nous dire pour vous quels sont ces fameux signaux faibles où vous vous êtes dit, je suis en train de perdre en impact. Voilà, l'organisation aussi est en train de perdre, mais par le reflet de ce que je fais et de mes actions ou de mon état d'être, entre guillemets. Ça peut être intéressant pour vous de nous le partager. Donc, je vous laisse peut-être quelques minutes le temps d'écrire aussi si vous avez envie de nous partager. Et puis, de toute façon, le temps que vous écriviez, nous, on continue et puis avec plaisir, on revient aussi
sur ce que vous nous dites dans le chat. On se posera dessus sans problème. Bonjour Thomas, je suis consultant RH indépendant depuis à peu près 10 ans dans des organisations variées en Belgique. Les signaux faibles à mon sens sont le fait de constater que des décisions RH sont prises sans avoir consulté, informé, intégré le département RH. Cela compromet la stratégie, légitimité et l'efficacité des RH en entreprise. Totalement, je partage totalement ton point de vue, Thomas. Clairement, quand les RH sont écartés de la consultation, de la chaîne décisionnelle, effectivement, après, il y a des dommages collatéraux qui peuvent être énormes sur l'entreprise. Ça fait partie des signaux qui montrent que la fonction RH est en train de perdre en impact. Je partage complètement ce point de vue. Merci pour ton apport, Thomas. Oui, merci. Et merci, Nina, d'avoir pris le temps de répondre. Pour toutes celles et ceux qui, pareil, souhaitent aussi vous exprimer, encore une fois, n'oubliez pas, c'est le moment de le faire. C'est vraiment l'espace qu'on vous donne pour pouvoir aussi discuter de ces sujets-là. On va enchaîner sur la deuxième question également qu'on va vous poser à vous et aussi à laquelle vous pouvez déjà désormais réfléchir. Est-ce que vous pensez, et est-ce que tu penses, Nina, que les RH ont du mal à demander de l'aide ou à reconnaître leur propre épuisement? Pourquoi aussi, selon toi, on voit beaucoup de RH arriver à un point de non-retour où finalement, il est peut-être un peu trop tard, on est déjà un peu... Et ce qu'on dit là, bien sûr, peut s'affecter à bien d'autres postes et bien d'autres fonctions. Hein. Mais c'est vrai que dans la fonction RH particulièrement, on sent qu'il y a du mal à demander de l'aide. Pourquoi, selon toi, Nina ? Pourquoi? C'est vrai que c'est la suite logique un peu de la question qu'on s'est posée précédemment sur les signaux faibles, hein, c'est-à-dire que les signaux faibles, on les vit, mais on se prend pas le temps, enfin, on prend pas ce temps de se poser la question pourquoi je les vis et qu'est-ce que ça signifie finalement. Et je pense que la réponse, enfin une partie de la réponse sur la difficulté que nous avons, nous RH, à reconnaître ces signaux faibles et à demander de l'aide, je dirais qu'une partie de la réponse, elle est assez culturelle. Parce que culturellement, hein, les RH, on doit tenir. On doit tenir, on doit encaisser, on doit gérer, on doit rassurer, on doit maîtriser, et plein de verbes synonymes encore qu'on pourrait citer. Mais tu imagines, si un RH part en burn, waouh, alors qu'on pense qu'on doit être solide et qu'on ne peut pas lâcher, ça, voilà, je pense qu'il y a vraiment un frein culturel très fort. De mon point de vue, c'est une bonne partie de la réponse. Il y a sûrement d'autres dimensions qui pourraient être à explorer, notamment le fait que, voilà, aussi culturellement, on est beaucoup dans le care. Et donc, du coup, quand tu es dans le care, tu as des difficultés à t'occuper de ton propre care, bien-être à toi. Mais voilà, la dimension culturelle, c'est vraiment probablement une partie de la réponse. Alors que pour avoir fait aussi beaucoup moi-même ce travail exploratoire, reconnaître ses limites, c'est une vraie force. Mais on vit dans un monde où la fonction RH ne s'autorise pas encore assez souvent à le faire. Oui, carrément. Et on a un petit commentaire de Charlotte Arnaud qui, du coup, va aussi dans ce sens-là sur ces deux questions. Bonjour à toutes les deux, tout à fait d'accord avec le constat de Nina sur les signaux faibles. Dans mon cas, une sensation de courir après le temps et les sujets et d'être toujours en retard, surtout, comme le lapin du Racel qui pédale sans jamais s'arrêter, pour ceux qui ont la ref années 80. On a la ref, oui. Effectivement, la ref est assez forte et elle convient... je dirais malheureusement très bien d'une certaine façon, mais oui, effectivement, des fois, on a un peu l'impression d'être ce lapin du Racel ou le hamster dans la roue qui sans cesse donne tout son sens, toute son énergie, tout son impact au service des projets, des transformations, de la chaîne managériale, mais qui ne s'arrête jamais. Jusqu'au jour où parfois, malheureusement, c'est le corps lui-même qui t'arrête parce que, voilà, encore une fois, les statistiques sur la santé mentale des RH sont assez effrayantes. Yes, carrément. Merci pour celles et ceux qui participent. Vraiment, c'est très important pour nous et ça nous permet aussi d'agrémenter le débat. On va passer sur la deuxième thématique, ce que vraiment régénérer veut vraiment dire. Parce que c'est vrai qu'on ne veut pas du tout en faire un mot valise, mais c'est que c'est un mot qui est très fort. Et donc, c'est ma question pour toi, Nina. Régénérer, c'est un mot fort. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord. Mais qu'est-ce qu'il recouvre concrètement pour un professionnel RH? Qu'est-ce que ça veut dire pour un RH de se régénérer? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un mot qui, moi, personnellement, me tient beaucoup à cœur. Et voilà, je pense que c'est une vraie compétence stratégique qu'on doit cultiver, car on sait à quel point c'est difficile de trouver la bonne posture en tant qu'RH et de trouver une posture qui tient dans la durée, où on n'est pas soit dans l'épuisement ou soit dans le durcissement.
dans l'irritabilité. Et voilà, c'est super important et je suis super contente et super heureuse de pouvoir aujourd'hui aborder cette notion de régénération dans le monde des RH. Et qu'est-ce que ça veut dire régénérer? À mon sens, régénérer, c'est pas juste récupérer de l'énergie ou récupérer tout court, c'est vraiment retrouver justement de la clarté, du sens, de l'impact, de l'alignement dans sa posture de RH. Et ça, on en a besoin, clairement, pour continuer à influencer, pour construire ce monde du travail qui a besoin de bouger et qui est constamment aujourd'hui challengé par les générations, construire vraiment ce future of work dont on a vraiment tous besoin. Encore une fois, il suffit de regarder les stats sur la souffrance et le désengagement au travail, et pas que chez les RH, dans toutes les fonctions, pour se rendre compte qu'on a vraiment besoin de bouger les lignes, de changer les choses sur la manière de travailler, sur la manière de collaborer, sur la manière de coopérer, sur la manière de converser. Et ça, c'est absolument essentiel. Et je pense que nous, les RH, on a un rôle très stratégique à jouer là-dedans. Et j'aimerais qu'on soit super nombreux et super nombreuses à vouloir mettre un peu cette pierre à l'édifice, donc trouver d'une certaine manière un peu des alliés pour faire bouger ce monde du travail et se régénérer. C'est une vraie compétence stratégique. Voilà, ça me tient à cœur. Ouais, merci beaucoup. Evelyne qui nous dit effectivement régénérer, réinventer, reconstruire. On est effectivement sur un peu ce champ lexical. Et Mélanie qui nous a effectivement dit tout à l'heure, on a un rôle de pilier de l'organisation, on a une forme de posture implicite. Je suis là pour aider, pas pour être aidée, effectivement. Ça fait écho effectivement, au constat qu'on se faisait mutuellement tout à l'heure. Ouais. Et Clément nous dit, bravo Nina pour ce que tu fais. Merci. Et donc, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant, Nina. Et est-ce que prendre soin de sa posture RH alors, donc toi, tu parlais effectivement de nécessité stratégique, mais est-ce que c'est encore perçu comme un luxe aujourd'hui? C'est vrai qu'on a quand même une culture française voilà, même si on dit que les Françaises plaignent beaucoup, on a ça malheureusement en cliché un peu à l'international, mais est-ce que prendre soin de sa posture RH, c'est encore perçu comme un luxe dans les entreprises françaises, je précise, ou pour toi, ça devient vraiment une nécessité stratégique? Vous aussi, dans le chat, vous pouvez bien évidemment en parler. Est-ce que vous, c'est perçu comme un luxe? Vous n'osez pas encore parce que justement, c'est mal vu? Ou est-ce que vous, ça commence à vous dire non, c'est vraiment une nécessité stratégique? Je te laisse répondre, Nina. Écoute, de mon point de vue, ce n'est plus un luxe. C'est-à-dire qu'en tout cas, ça ne devrait plus l'être. Et j'invite d'ailleurs quiconque à y réfléchir dès à présent. Et pourquoi c'est important? Parce qu'une entreprise qui a des RH épuisés finit par avoir une organisation qui est complètement épuisée. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction RH, on le dit souvent, elle a un effet systémique extrêmement puissant sur l'entreprise, dans le sens positif comme dans le sens négatif d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les RH, encore une fois, influencent directement et impactent fortement la culture, la chaîne managériale, les décisions stratégiques. On comprend donc de façon aisément, je dirais, qu'un RH aligné, il impacte directement, favorablement l'entreprise. Et de la même manière, un RH qui est en difficulté, forcément, c'est une entreprise qui est en difficulté. Donc, ce n'est plus un luxe. Prendre soin de sa posture en tant que RH, travailler vraiment sa posture, travailler ses soft skills, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est pas demain, et c'est pas dans 2 ans, et c'est pas dans 10 ans. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ouais, carrément. Et donc, question pour vous, cher chat qui nous regarde. Quels sont pour vous, et puis Nina pareil, on va répondre, et puis peut-être d'ailleurs j'aurai peut-être un avis sur le sujet, mais quels sont les soft skills que tout professionnel RH pour vous devrait cultiver en priorité? Parce que c'est vrai qu'on se demande si effectivement on a du mal à demander de l'aide et en même temps c'est stratégique de pouvoir se régénérer. On n'a pas forcément l'espace pour le faire. Il faut aussi pouvoir développer de façon du coup individuelle ces fameux soft skills. Donc pour rappel, c'est ces compétences personnelles, interpersonnelles que l'on développe en priorité. Et surtout, qu'est-ce qu'on néglige peut-être, tu vois, dans un autre sens? Qu'est-ce qu'on devrait travailler en priorité? Et malheureusement, qu'est-ce qui est peut-être négligé trop souvent? Donc, je vous laisse y réfléchir. Et Nina, bien sûr, à toi le micro. Non, je vais prendre ta question à l'envers, mais finalement, ce qu'on néglige justement, c'est le fait de pouvoir cultiver ces fameuses soft skills, ces fameuses compétences douces. C'est encore beaucoup trop sous-coté en entreprise. Et pourtant, les entreprises qui font vraiment le travail de les introduire, de les comprendre, de les analyser, elles ont de vrais résultats aujourd'hui sur la performance, sur la productivité, l'innovation, même l'engagement, enfin voilà, sur des indicateurs RH très forts. Alors, je vais essayer d'en choisir 3 du coup pour rester concise, en tout cas celles qui me
me tiennent personnellement aussi encore le plus à cœur aujourd'hui dans ma pratique RH, mais il y aura sûrement d'autres idées dans le chat et c'est super. En tout cas, si je devais en citer 3, je dirais la première à coup sûr, l'intelligence émotionnelle. Vraiment pour gérer clairement la complexité des relations humaines. Et c'est bien parce que l'intelligence émotionnelle est boudée qu'il y a autant de difficultés aujourd'hui à se comprendre, à travailler entre services. On travaille encore tellement en silo. Alors, la coopération, c'est quand même encore quelque chose de très difficile. Donc voilà, vraiment l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est absolument fondamental. La pensée critique aussi, pour prendre du recul dans un environnement qui est saturé. Et on n'est pas là pour parler de l'IA, mais il faut encore plus cultiver sa pensée critique à l'ère de l'IA. Ça, c'est hyper important. Et enfin, la troisième que je pourrais citer, c'est vraiment travailler son leadership conscient pour vraiment connaître ses forces motrices et gagner en capacité d'influence. Et tout ça pour se dire, parce qu'on pourrait en citer plein d'autres, de soft skills qui sont essentiels, mais tout ça pour se dire que finalement, les RH, ce sont plus uniquement des experts techniques, comme on a voulu nous positionner pendant plusieurs dizaines d'années, mais on est bien des facilitateurs humains en entreprise. Et voilà, c'est vraiment important de pouvoir cultiver ces soft skills dans notre pratique et aussi les laisser infuser dans l'entreprise. Ça, c'est absolument essentiel. Merci Nina. On a pas mal de commentaires dans le chat, donc on va les prendre dans l'ordre. Donc Stéphanie qui nous explique que les RH prennent souvent tout sur leurs épaules. Et c'est important que les RH puissent avoir soit des plateformes pour être accompagnés, prise de recul stratégique, ou que les RH travaillent leur posture pour être dans une posture de coach et développer l'autonomie des collaborateurs. Et j'enchaîne puisque Stéphanie nous dit juste derrière qu'elle aime bien la phrase « Poser des questions, c'est plus important que d'avoir des réponses à tout ». Je partage. Tout à fait. Pour l'apport, Stéphanie. Oui. Et donc, pour rappel, pour ceux qui nous ont pris en route ou quoi, donc il y a toujours un petit décalage. Donc, c'est peut-être normal qu'on lise aussi vos réponses peut-être de la question précédente, mais c'est pas grave, on raccroche les wagons. Et comme c'est de toute façon un sujet qui prend un tout, ce n'est pas très dérangeant. Charlotte nous dit, je pense que c'est une nécessité stratégique de se régénérer. Si les RH sont en mauvais état, cela se reflètera à court ou moyen terme sur nos clients internes, les collaborateurs et en conséquence directe sur les clients de l'entreprise. C'est pour cela qu'il est de notre responsabilité individuelle et collective de prendre soin de nous, même en levant la main ou en tirant la sonnette d'alarme le plus tôt possible. Si bien résumé. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Charlotte. On est tout à fait d'accord avec vous. Evelyne, je pense que les RH doivent être formés sur les neurosciences et les enjeux du monde du travail dans un contexte de profonde transformation et d'instabilité. C'est hyper intéressant. Tout à fait, les neurosciences, c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, les soft skills, c'est un sujet, mais en filigrane. Mais c'est vrai que les neurosciences, je suis tout à fait d'accord avec toi, en tout cas, Evelyne, sur cette partie-là. Et d'ailleurs, on a beaucoup de personnalités qui en parlent. On a beaucoup de docteurs en neurosciences qui sont, entre guillemets, des personnalités un peu publiques. On a quelques références qu'on pourra se partager d'ailleurs avec plaisir sur certains livres, etc. Mais en tout cas, oui, bien sûr. Totalement. Et Thomas, prendre soin de sa posture RH n'est pas un luxe, c'est une inoption, c'est un risque à prendre. En se posant la question du pourquoi on exerce ce métier et s'assurer d'aligner nos initiatives avec pédagogie pour que toutes les parties prenantes de l'entreprise comprennent en quoi nos actions vont ménager les risques et améliorer la manière dont tout le monde collabore et contribue à la mission de l'entreprise. Les soft skills les plus importants sont l'assertivité, l'intelligence émotionnelle. Je pense que ça a coupé. Peut-être, je ne sais pas. Désolée Thomas, ton commentaire a coupé. Je pense que peut-être il y avait... Mais là, sur ce que tu as dit... Totalement. Ah bah oui. L'assertivité aussi, c'est tout côté. Et effectivement, c'est vraiment une compétence essentielle. Exact. Et il faudrait qu'on en parle beaucoup plus. Et d'ailleurs, dès les formations académiques, nos jeunes, on ne les forme même pas à la notion de soft skills, à travailler leur posture, etc. Et voilà, même sur le plan académique, que ce soit les masters RH ou d'autres masters, on devrait davantage d'ailleurs les ouvrir à ces notions de soft skills. Oui, et puis je trouve surtout que l'assertivité est souvent malheureusement mal perçue aujourd'hui, souvent prise comme de l'autorité mal placée ou peut-être une personne qui prend trop de place ou dit les choses de façon C'est pour ça qu'ajouter à l'assertivité cette fameuse intelligence émotionnelle, elle permet aussi de comprendre son interlocuteur et de jouer avec ça sans forcément effectivement
peuvent paraître plus autoritaires qu'autre chose. On va passer au bloc 3, qui est quel RH pour demain? Posons-nous la question ensemble sur la vision, du coup, avec tout ce qu'on s'est dit sur l'aspect régénératif, le besoin, le levier stratégique que cela peut représenter. Donc, Nina, la question que je te pose maintenant, c'est si les entreprises, et bien sûr, encore une fois à vous, cher chat, si les entreprises continuent à ne pas investir dans leur RH, qu'est-ce qu'elles risquent concrètement? Alors, je te pose la question dans les 3 prochaines années, mais voilà, c'est une temporalité que je pose ici. Ça peut être demain, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans. En tout cas, quels sont les risques? Tu as raison de valoriser la question de la temporalité parce que j'allais te répondre, le risque, il existe déjà. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'attendre. Il faut, dès aujourd'hui, donner la possibilité aux RH de travailler leur posture, le soft skills. Après, si on doit effectivement parler de risques, on pourrait en citer beaucoup, mais on peut parler des transformations qui pourraient échouer. On peut parler de la perte de sens et d'engagement, pas que au niveau de la fonction RH, pour l'ensemble des collaborateurs. Il y a des entreprises qui ont des indicateurs RH qui sont au rouge sur le turnover, sur l'engagement, etc. et qui pour autant ne se posent pas les bonnes questions. Mais en tout cas, voilà, ce sont de vrais risques, comme des tensions relationnelles encore plus fortes. Et donc, par ricochet à tous ces risques, forcément, ça a des effets négatifs, encore une fois, sur la croissance, sur la performance, sur l'innovation. Et ça, voilà, clairement, mais c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Oui, carrément. Maud nous dit, donc salut Maud, prenez soin de vous autant que vous êtes à l'écoute des autres. Petite métaphore qui l'illustre bien, je trouve, en cas de dépressurisation en avion, mettez le masque sur vous en premier, of course. L'analogie est extrêmement importante et il faut d'abord pouvoir être en posture de pouvoir accompagner. Et c'est pour ça que cette introspection, cette régénération est importante. Merci Maud. Et pour peut-être compléter le message de Thomas qui a gentiment complété le commentaire. Donc tu parlais Thomas d'assertivité, d'intelligence émotionnelle, mais aussi de leadership. Et un bonus, la gestion du temps, mettre nos limites, organiser notre indisponibilité. Je suis 100% d'accord. Et avec Nina, dans le cadre d'ailleurs de RégénéRH, on croise beaucoup de RH qui nous parlent de cette fameuse gestion du temps. Mais en fait, c'est finalement une conséquence, ce qu'on remarque, je pense que tu es d'accord Nina, souvent la gestion du temps, c'est la conséquence qui vient par le manque peut-être d'introspection, de temps, de prise de hauteur, etc. Et on se fait souvent submerger bien trop. Donc tout à fait d'accord. Merci Thomas d'avoir pris le temps de compléter ton message. Pour du coup enchaîner sur une question qu'on vous pose aussi, le rôle RH est en pleine mutation vers quoi? Voilà. Vers où va le rôle RH aujourd'hui? Bon, beaucoup s'insurgent, beaucoup s'inquiètent sur la présence de l'IA, mais je pense que c'est pas le sujet du jour et je pense que le stream humain fera en sorte, petite parenthèse, de se concentrer plus sur l'humain que sur autre chose, justement parce qu'on en a besoin. Mais oui, c'est sûr que c'est un sujet. Qu'est-ce qui va vraiment changer selon toi, Nina, demain? Qu'est-ce qui va vraiment changer selon moi? Alors, cette question est super intéressante et elle est vraiment essentielle dans un monde du travail qui vit un peu en tout cas plusieurs mutations en même temps. Sur le rôle RH en tant que tel, déjà, ce qui est peut-être important de ressouligner, c'est que notre rôle RH, il a vécu des mutations, des transformations profondes au fil des décennies. On est passé d'un rôle uniquement, on va dire, admin paye à un rôle plus de gestionnaire RH. Et aujourd'hui, on vit une nouvelle transformation. Et je pense que les RH, elles ont aujourd'hui vraiment ce pouvoir à prendre d'être de vrais. Alors moi, j'aime bien l'expression architecte d'expérience humaine, architecte des dynamiques humaines, voilà, de ce futur of work qui est en train de se construire. Mais voilà, et les RH, elles doivent comprendre justement les émotions, accompagner l'incertitude, créer des environnements apprenants, développer la coopération, toutes ces compétences en fait qui sont ultra stratégiques. Il faut absolument que nous, on les possède et qu'on sème en fait toutes ces petites graines en entreprise qui permettront de cultiver un monde du travail bien meilleur et dans lequel on serait bien plus épanoui. Et j'aimerais quand même partager une phrase qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir en tant que DRH. Un jour, quelqu'un m'a dit souvent, avant de retrouver de l'impact à l'extérieur, il faut retrouver de la solidité intérieure. Et j'y crois vraiment fermement à cet adage, c'est-à-dire que travailler son leadership conscient, travailler son intelligence émotionnelle, travailler sa clarté, arrêter en fait d'être uniquement dans l'exécution, mais vraiment savoir reconnecter sa fonction RH aux enjeux business, etc. C'est autant de compétences qu'on doit cultiver pour retrouver de l'impact
et transformer les entreprises dans la bonne direction. Et c'est en ça peut-être que le rôle RH finalement est en pleine mutation. Ouais. Curieuse du coup de lire plutôt Oui. les commentaires qui peuvent être faits sur ce sujet. Tout à fait. Curieuse également. Donc peut-être sur les questions précédentes, donc Stéphanie nous dit que le risque, je pense, c'est passer d'un collectif de travail à une unique gestion de situation individuelle, ce qui est exactement le cas. Stéphanie, tu touches du doigt quelque chose de réel, c'est que on finit par faire du cas par cas de façon très micro. Et donc on a aussi Evelyne qui j'ajoute que le RH, comme le coach ou le dirigeant doit prendre soin de sa santé, se préserver, être accompagné ou supervisé. Ne jamais oublier que même les psys ont des psys, n'est-ce pas ? Ça déjà, je pense que ça nous remet aussi qu'on peut accompagner l'humain. Et tu le disais, Nina, être vraiment facilitateur, pouvoir faire ce genre de choses très importantes dans une organisation et avoir aussi besoin qu'on soit accompagné. Sauf que souvent, le N+1 du RH, c'est souvent le C-level, c'est peut-être le CEO, c'est le directeur général ou quoi. Et Dieu sait qu'ils ont rarement le temps aussi pour vraiment faire un management peut-être plus à proximité. Donc, trouver peut-être d'autres support systèmes ou d'autres systèmes justement d'accompagnement qui peuvent faire ça largement. Et j'enchaîne aussi avec Evelyne. Ce qui doit changer, plus de liens, plus d'humains, plus de relations, moins d'administratifs ou de tâches techniques, IA, et face à l'IA, faire preuve plus de discernement, tout à fait. On se rejoint complètement, Evelyne. La pensée critique face à l'IA, j'y crois énormément. Effectivement, et la supervision RH ou le codev entre RH, peu importe comment on l'appelle, ou l'analyse de la pratique, comme ça existe dans certains métiers, oui, effectivement, c'est essentiel, d'autant plus que Clara le disait, on est souvent... notre N+1, c'est souvent le dirigeant de l'entreprise lui-même ou le DG ou le CEO. Et lui-même, en fait, il est confronté exactement aux mêmes réalités que nous. C'est-à-dire que pour eux aussi, ce que générer, c'est clairement une compétence clé qu'ils ne prennent pas aujourd'hui le temps de cultiver. Et on parle beaucoup de la santé mentale des salariés, mais on parle très peu de la santé mentale des dirigeants. Mais ils sont extrêmement exposés à des situations assez désastreuses. Et voilà, je crois beaucoup du coup au codev et à la supervision RH. C'est un vrai moyen aujourd'hui de travailler sa posture. C'est une certitude. Oui. On va passer peut-être à la clôture puisqu'il est 12h54 et le timing est important et aussi pour vous. Parlons de gestion du temps, ça en fait partie. Je pense qu'on peut se faire une petite minute inspiration si vous êtes toutes et tous d'accord. Et la question que je vous pose à vous et bien évidemment à toi Nina, c'est pour vous qui nous regardez, qui se reconnaissent peut-être dans ce qu'on a dit, qui connaissent aussi peut-être des RH qui sont dans cette situation-là ou du moins où vous vous êtes posé la question, quel est le premier pas en fait qu'on peut faire dès demain pour justement lancer peut-être cette dynamique de régénération. Toi, Nina, qu'en penses-tu ? Quel est le premier pas que tu conseillerais à tous ceux qui nous regardent ? Le premier pas, ce serait de prendre un temps de recul, donc à faire soit dans une session de codev, soit dans une formation, soit dans un atelier, mais voilà, prendre un temps de recul, alors encadré, bien sûr, sur sa posture de RH, mais une vraie formation, un vrai atelier qui me permet de me questionner sur qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui m'aligne, qu'est-ce qui me nourrit, etc., en tant que professionnel RH, pour ensuite pouvoir nourrir ces fameuses compétences douces et trouver sa posture RH dans laquelle on se sent vraiment aligné. Et je pense que c'est ça aussi la régénération, c'est vraiment, ça commence clairement par une prise aussi de conscience assez honnête vis-à-vis de soi-même sur ce qui fait sens, sur ce qui m'aligne, sur ce qui me nourrit. Et on ne transformera pas les entreprises de façon durable sans transformer justement la manière dont on prend soin des personnes qui composent ces entreprises. Et les RH en font clairement partie. Donc voilà, ce premier pas de leader RH, parce que c'est aussi ça le leadership conscient, mais voilà, ce premier pas, c'est je prends le temps de me former différemment sur ma pratique, sur ma posture RH. Oui, carrément. Et donc peut-être pour finir, il nous reste 5 petites minutes. On vous invite aussi, chat, à nous donner votre conviction ou effectivement le pas que vous peut-être vous engagez à faire. C'est quoi un peu ta conviction qui guide ton travail au quotidien, du coup, qui pourrait peut-être inspirer ceux qui nous regardent ? Ah, c'est à moi que tu poses la question. Oui, carrément, mais aussi au chat. Mais c'est important aussi, si tu as une conviction que tu souhaites partager, bien sûr, c'est à toi de voir. Oui, bien sûr. Une conviction, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas transformer durablement une entreprise
sans transformer la manière dont on interagit, la manière dont on converse, la manière dont on fait vivre en fait tout un collectif. Et clairement, toutes les stats très affolantes aujourd'hui montrent bien que la manière dont on travaille, la manière dont on coopère ne fonctionne pas forcément, en tout cas pas partout. Et voilà, je pense qu'on a à la fois un vrai travail de fond à faire et les RH, on a un rôle énorme à jouer justement pour faire vivre cette conviction. Carrément. Carrément. On a Charlotte, du coup, qui a mis un commentaire dans le chat qui dit « Le point soulevé par Nina sur le fait de garder de la hauteur et de se positionner comme un leader et non comme un exécutant me semble crucial. C'est aussi une discipline à s'appliquer en premier lieu à soi-même pour se développer, se former et être aussi exemplaire en ce sens pour le collectif. » Tout à fait, tout à fait. Et voilà, c'est être accompagné, se former, être au contact des pairs, se développer aussi grâce au contact d'autres pairs RH, c'est absolument essentiel pour justement toujours continuer à prendre de la hauteur et se remettre en question. Parce que ça, c'est aussi une compétence dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est vraiment très importante. C'est voilà, la capacité aussi à se remettre constamment en question pour progresser. Tout à fait. Et Stéphanie nous dit, un premier pas pourrait être de discuter en interne avec les dirigeants sur la vision de l'entreprise, du rôle de chacun, en ciblant quels points fonctionnent, lesquels doivent être renforcés et lesquels peuvent être optimisés. Tout à fait. Merci Stéphanie, carrément. Thomas également nous dit, le premier pas, en effet, prendre le temps de se poser la question de pourquoi je fais ce métier, et ensuite évaluer dans quelle mesure notre manière de faire aujourd'hui nourrit ce pourquoi. Puis un petit plan d'action pour développer les outils qui vont nous aider à nourrir notre raison d'être RH et donc mieux contribuer au succès de l'organisation pour laquelle on travaille et donc à la qualité des collaborations. C'est exactement ça. Je pense que vous avez tous juste. Ouais, on est tous très alignés. Je voudrais aussi rejoindre ce qu'a dit peut-être Charlotte tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une phrase malheureusement en anglais, mais qui se traduit très bien. C'est le fameux lead by example. Et c'est vrai qu'il y a aussi une question de posture. Et le fameux why que je rejoins aussi de Thomas, c'est que si de base vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, aligné avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle aussi vous travaillez, aux valeurs que d'ailleurs vous aidez souvent d'ailleurs à introduire pour les collaborateurs, c'est important aussi de se poser ces questions, puisque s'il y a un désalignement, alors on est perdu aussi dans ce qu'on fait, dans notre nous personnel, et on met de l'humain dans ce qu'on fait. Il faut aussi toujours se dire qu'on met de l'humain dans ce qu'on fait, puisque nous sommes des humains, et on n'est pas juste des robots ni des numéros, et quand même, c'est assez essentiel. Stéphanie, revenir à la clarification des rôles. Qui fait quoi, pourquoi, comment? Tout à fait. En tout cas, il est 12h59. On finira du coup avec vos mots de la fin qui ont été très justes. Donc, merci beaucoup. Et on finira par vous dire que si ces sujets vous ont interpellé, si vous êtes aussi reconnu dans ce qu'on a échangé, ce qu'on a discuté, si vous souhaitez aussi cultiver cette compétence qu'on a tous du coup validée comme étant vraiment stratégique pour toutes les raisons que Nina a citées et que vous avez aussi très bien décelées, on se tient vraiment à votre disposition avec Nina pour échanger avec vous, voir comment on peut vous aider. Vous nous connaissez sur LinkedIn si vous avez vu nos posts passés. Pareil pour Nina qui est très active aussi sur LinkedIn sur ces fameux sujets. C'est d'ailleurs pour ça que c'était l'invitée parfaite pour parler de cette régénération RH. Eh bien, n'hésitez pas à nous interpeller. On sera ravis d'échanger avec vous. Donc, merci à tous et à toutes. Merci Evelyne, merci pour ton message. Take care également. Je pense que c'est ça le mot de la fin. Take care, bien évidemment. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode du Stream Humain. Et on vous partagera bien sûr avant l'été, puisque ce sera le dernier épisode avant la fin de l'année scolaire, entre guillemets, et avant la rentrée de septembre. Donc on vient vers vous très vite si vous avez apprécié le format. Merci à tous, c'était génial. Merci encore Clara de m'avoir invitée sur ce format. Et peut-être au plaisir d'échanger avec certains d'entre vous sur LinkedIn ou ailleurs. C'était un plaisir. Merci encore. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée. Bye.